Bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de cinéma ONF Sommet. Mon nom est Marco Deblois et j'aurai donc le plaisir de vous présenter la discussion d'aujourd'hui. Vous savez, depuis quelques années, ici, les chemins de la BD et de l'animation se croisent de plus en plus souvent dans une démarche d'auteur et c'est une excellente nouvelle. Ça donne lieu à des initiatives particulièrement stimulantes. Par exemple, on se souvient que Le Mal du siècle de Catherine Lepage, une production de l'ONF, avait remporté le prix du public et une mention du jury au sommet du cinéma d'animation de 2019. Et c'est donc avec un très, très grand plaisir que j'invite le producteur Marc Bertrand de l'animation française à l'ONF à vous présenter la discussion et nos merveilleux invités. Marc, à toi. Merci, Marco. Bon, ben écoutez, je suis très content d'être là, très content que vous soyez là. Puis je vous dirais aujourd'hui, imaginez-vous que j'arrive chez vous avec Richard Suicide, Samuel Quentin, puis Iris Boudreau, qu'on débarque chez vous dans votre salon, dans votre bureau, dans votre chambre à coucher, dépendant de où vous écoutez ça, peut-être dans votre bain. Puis on débarque chez vous, puis on a une petite discussion autour de l'animation, puis de la BD. Ça fait que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on veut avoir cette petite conversation, cette petite discussion. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a préparé pour vous, qu'est-ce qui est au menu. Comme on va parler de la BD à l'animation, parce que je suis avec trois BDistes avant tout, qu'on a travesti en cinéaste pendant le temps d'une production ou de deux productions. Puis, on veut faire juste une espèce de rencontre, le temps de jaser un peu. Et ce qu'on a préparé, c'est, dans un premier temps, vous allez voir au cours de la discussion, on va vous présenter des lectures que Richard, Samuel et Iris ont fait de une ou deux pages de leur BD. Puis un petit peu plus tard, on va voir des extraits de qu'est-ce que ça donnait en animation. Là, je vais sortir mon téléphone parce qu'il fait juste sonner. Voilà. Alors, euh, on poursuit. Je vais demander peut-être à Samuel de nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé à la BD, Samuel. Qu'est-ce qui t'a amené là? Moi, c'est passé par, pas un hasard, là, mais je pensais pas en faire. J'étais étudiant en cinéma, j'étudiais en littérature. C'est un peu, ça reste comme des influences un peu dans ce que je fais en BD, mais ma première BD, c'était pas une vraie BD traditionnelle, si on veut. C'était un blog que c'était comme un faux journal intime d'un astronaute dans l'espace. Fait que c'était comme beaucoup du texte avec un dessin. Fait que c'était comme vraiment un faux journal de bord. Mais c'est sûr que j'avais toujours dessiné, puis j'étais un fan de BD. Fait que, mais j'avais juste comme pas pensé. Je connaissais pas Iris, je connaissais pas Richard, je connaissais pas. Comme du moment qu'après, j'ai été en contact avec le milieu de la BD après avoir fait ce blog-là, puis avoir rencontré Luc Bossé de chez Pow Pow. Là, j'ai fait comme, crime, il y a du monde qui. J'étais pas comme un fin connaisseur de BD québécoise, mettons, tu sais. Puis là, j'ai comme découvert ça, puis j'étais comme, peut-être que moi aussi, je peux en faire, dans le fond, tu sais. Fait que c'est par là que ça part, par mon blog. Toi, Iris, on dirait que tu es quelqu'un qui dessine beaucoup. Est-ce que tu as toujours dessiné? Puis comment tu es arrivé à faire de la BD? Qui dessine beaucoup. Je trouve ça drôle quand le monde dit ça parce que je m'assume plus comme scénariste que comme dessinatrice. Mais en tout cas, on peut en reparler si tu veux. Ah oui? Mais moi, j'ai toujours voulu faire de la BD, mais un peu comme Sam, tu sais, je pensais pas que ça serait possible. C'était comme, tu sais, quand j'étais petite, quand j'étais ado, je me disais, ben voyons, on peut pas en faire un métier, surtout pas au Québec. Tu sais, comme il y a, je sais pas, il y a 20 ans, il y avait pratiquement presque pas d'éditeurs de bande dessinée au Québec. Fait que je pensais pas que ça serait possible.
Mais moi, je viens de l'Outaouais, puis il y a un bac en bande dessinée qui s'est ouvert à l'UQAM, à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, j'ai fait ce bac-là. Puis après, ben, par toutes sortes de chemins, j'en suis venue à publier. Puis c'est ça. Maintenant, je fais de la bande dessinée et puis plein d'autres choses aussi. Samuel, je vais te demander des fois de fermer ton micro parce qu'on entend, je pense. Oui, on vient de me. Tu es à la campagne avec les enfants, ça fait que. Mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Je t'ai adressé la parole directement à toi. Fait que, Richard, toi, comment ça a été quoi ton parcours pour arriver à publier des albums de BD? En fait, ça fait longtemps que je fais de la bande dessinée, mais pour moi, je me suis intéressé à ça, à la peinture aussi, mais dans le sens que qu'est-ce qui m'a amené à faire des albums, ça a été les publications, les fanzines à l'époque, là, dans les années fin 80, début 90, où on imprimait soi-même qu'est-ce qu'on faisait. C'était plus le DIY, là, le côté fanzine qui m'a introduit à ça, puis à connaître, aussi à être en contact avec tout ce monde-là qui en faisait, comme il y avait Cyrus, il y avait Valium, il y avait tout ce qui était l'underground montréalais à l'époque. Puis, à l'époque, on ne faisait pas d'album. Il n'y a pas d'éditeur, ou presque pas. Il n'y a pas de possibilité. On faisait tout soi-même. Puis là, maintenant, ben, depuis une dizaine d'années, ben, ça a commencé. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'albums. J'ai beaucoup de fanzines, j'ai beaucoup de publications, mais d'albums, non, j'en ai pas. Mais ça a commencé à l'université, au cégep, il y a plusieurs années. Hey, j'ai le goût de, si vous voulez bien, on va écouter Richard nous lire quelques pages de Chronique du Centre-Sud. Richard, y a-tu un setup à ce qu'on va entendre? As-tu quelque chose que tu voudrais dire avant? Ben, ouvrez vos oreilles, ouvrez-vous une bière, prenez une bonne gorgée, puis écoutez ça. Bon, ça fait que si on est prêt, on vous envoie une première lecture de Chronique du Centre-Sud puis tantôt, on va revenir à en parler, comment ça s'est transformé tranquillement en film d'animation. Plein été dans le Centre-Sud. Il devait faire au moins 2000 degrés. Une humidité collante déboulait lentement du plateau par la rue Papineau. J'avais vraiment soif et visiblement le bison aussi. Gloob, gorf, gloob, marf, blu. Dans ma recherche entrepôt et îlot bisonesque, j'avais presque passé sous silence l'essentiel de la motivation du sujet. Puf, an hour, pop, geste ancestral, another one for the road. Je veux parler ici de la capacité phénoménale du bison d'absorber de grandes quantités d'alcool sous toutes ses formes et tous ses dérivés. Gargle, glow. Moi-même n'étant pas un néophyte dans le domaine, j'étais toujours étonné de le voir aller. Gloublou, 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 gloublou. Un véritable champion, un battant, l'ennemi de la bouteille pleine. Gleb, bleu. C'était comme s'il s'était donné une mission ultime, débarrasser la terre de certains liquides et peut-être même devenir le chef des contenants. Bedeglub, bedeglub. Bon, allez, ça mérite une fiche bison et que ça saute. William Shakespeare. Geste artistico inutile. Richard, on vient juste de t'entendre lire quelques pages de Chronique du Centre-Sud. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé à cette BD-là. C'est quoi le point de départ qui t'a amené à cette BD? En fait, j'ai fait des fanzines. À l'époque, je restais sur la rue Cartier, puis le Centre-Sud de l'époque, c'était comme un genre de grosse pièce de théâtre. Il y avait toutes sortes de personnages, puis un peu comme le personnage dans Chronique du Centre-Sud, c'est-à-dire que mon voisin d'en bas, c'est vraiment un personnage spécial.
Et puis, je faisais des petites histoires de lui. C'est comme, il était rigolo, mais en même temps, c'est représentatif de la faune du centre-sud, de la pauvreté du quartier et de la richesse aussi des personnages puis des histoires. Et puis, c'est ce qui a amené à vraiment faire cet album-là. C'est comme... Je l'avais dans moi, il fallait que ça sorte, puis j'étais comme content de l'avoir fini, de l'avoir fait plutôt. C'est un personnage récurrent dans mes fanzines, en fait. Iris, toi aussi, tu as une autre forme. Tantôt, tu me disais, je me considère plus qu'une scénariste, qu'une BDiste ou qu'une dessinatrice, en fait. Oui, je me considère pas plus qu'une scénariste, mais je me considère plus scénariste. Oui. Puis, peux-tu nous expliquer, comment la liste des choses qui existent est arrivée, ton travail avec Caton? Je pense que moi et Caton, en partant, on est deux personnes. Je ne veux pas parler pour elle, mais on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est du quotidien. Moi, dans les bandes dessinées que j'ai faites avant ça aussi, par exemple, le Stitcha, c'est le quotidien de deux gars. Là. Il ne se passe pas comme des affaires extraordinaires de voyage dans le temps et tout ça. Puis la liste des choses qui existent, c'est un peu ça, dans le fond, c'est qu'on parle des objets du quotidien, des objets vraiment qui peuvent paraître banals. Mais donc, on raconte l'histoire de ces objets-là. Mais en mettant un peu de vrai et un peu de faux. Fait qu'il faut un peu démêler le vrai du faux. Puis dans le livre, contrairement à la web-série, il y avait aussi des anecdotes de notre vie personnelle. Donc, on disait, par exemple, je sais pas, là, une histoire sur la banane là, qui s'est passée dans nos vies. Puis donc, ce projet-là est né aussi parce qu'on voulait travailler ensemble, moi puis Caton. Puis à l'époque, on se connaissait pas trop. Puis c'était comme une façon pour nous, en faisant ce projet-là, d'apprendre à se connaître, puis on est devenus les meilleurs amis. C'est beau. Écoute, Samuel, quand je pense à vous trois, en fait, tous les trois, vous vous êtes mis en scène dans vos BD. Toi, comment c'est arrivé que quand tu as fait White Horse, de décider, je vais être un petit peu le personnage central? Oui, c'est pas moi le personnage central, mais il y a des éléments comme la scène qu'on a faite pour le film, la scène chez le médecin. C'est un peu quelque chose que j'ai vécu, tu sais. Mais après, c'est sûr que ça... on va avoir un extrait tantôt, fait que je vais me garder ça. Mais... Écoute, après, par exemple, je veux que tu nous racontes la vraie histoire chez le médecin. Parce que, OK, après oui. la nouvelle. Okay. Mais oui, mais vraiment, par contre, moi, quand j'ai fait White Horse, j'avais fait Phobie des moments seuls, mon affaire d'astronaute. Après, j'avais fait une BD sur un diable libraire. Puis pour vrai, puis là, j'étais en train de travailler sur ma troisième BD qui c'était supposé être un western, encore de quoi de super farfelu. Puis j'étais comme juste pas capable. Puis il y a comme cet autre projet-là qui a comme commencé à s'écrire tout seul. Puis parce que c'était personnel, dans le fond, tu sais, c'est pas de l'autobiographie, mais tu sais, j'avais comme envie que mon histoire prenne un peu place dans le vrai monde, puis que parler de gens qui m'entourent un peu de ma réalité plus, là, tu sais. Puis ça a comme pris le dessus, tu sais, puis j'ai tassé l'autre projet. Puis, puis je me suis comme, quand je suis tombé dans White Horse, puis ça a comme parti tout seul. Puis oui, c'est inspiré un peu de moi, mais l'histoire en tant que telle n'est pas... tu sais, c'est comme inspiré d'un peu... c'est comme un stream of consciousness, mais tu sais, qui va vers les pires avenues des fois, là, tu sais. Fait, je tiens à dire que c'est pas exactement moi à 100% le personnage, mais... puis il n'est pas arrivé tout exactement, mais ouais, j'avais vraiment besoin de... J'avais besoin de parler de quelque chose de plus proche de moi à ce moment-là. En effet, oui, c'est vrai que j'ai dit ça largement, là, que vous étiez mis en scène dans vos BD. Non, mais il y a quand même... il y a quand même beaucoup de vous au centre, puis après ça, des histoires qui dépassent un peu votre personnalité. Si vous voulez bien, on va aller écouter Iris,
qui va nous raconter, qui va nous lire quelques pages de la liste des choses qui existent. Je pense que c'est l'appareil photo. L'appareil photo. À la préhistoire, les appareils photo n'existaient pas, mais les gens se débrouillaient. Les portraits de famille étaient faits de cendres projetées sur les murs de la caverne. Ça, c'est un portrait de famille qu'on vient de prendre. Oh! D'ailleurs, c'était un peu salissant pour les vedettes sur les tapis rouges. On utilisait parfois de grosses plaques de granit, mais ça aussi, c'était un problème. Veux-tu voir mes photos de vacances au Mexique? Plus tard, les portraits sont faits par des peintres. Les portraits peints sont parfois plus avantageux que la photographie pour certaines personnes. Et puis, Sir Croque-Motte, qu'en pensez-vous? C'est tout moi. En revanche, cette pratique amenait à la condamnation injuste de beaucoup de gens. Objection, votre honneur, je me rappelle très bien que ce jour-là, il n'y avait pas de licorne dans le ciel. Les premiers appareils photo datent d'il y a très longtemps. Ce sont de petites chambres noires. Les émulsions de l'époque sont très lentes à réagir à la lumière. Le temps d'exposition nécessaire à la prise de photos est très long et rend l'expérience pénible. OK, on bouge plus et je reviens dans 36 heures. Iris, je vais rebondir sur ce que tu viens de lire. La BD que vous avez fait, c'est beaucoup. La liste des choses qui existent, c'est beaucoup de petites histoires. Premièrement, j'aimerais ça savoir comment vous travaillez, toi et Caton. Puis aussi, j'aimerais ça que tu abordes comment vous avez fait pour les choix, vos choix d'objets, en fait. Ben, comment on travaillait? On ne travaillait pas vraiment ensemble. On travaillait chacun de notre côté. Puis en fait, Caton était comme mon premier public. C'est à elle que j'envoyais mes pages en premier. Puis c'est un peu pour elle que j'écrivais. Comme c'est elle que j'avais en tête quand j'écrivais mes jokes. Je me disais, ça va la faire rire, tout ça. Fait que c'est là où il y avait une collaboration, mais pas tant. C'est comme on n'était pas ensemble quand on créait les bandes dessinées. Puis comment on a choisi les objets? Ben, je pense des objets qu'on se disait que ça serait sûrement intéressant de parler de ces objets-là, mais aussi des objets qui nous intéressent ou qu'on se disait qu'on avait déjà des histoires à raconter au sujet de ces objets. Ouais. Puis, pour l'amener, comment ça s'est passé pour l'amener à l'écriture de l'animation, du film d'animation? Ben, c'est La Pastèque qui a proposé, qui nous ont proposé de l'adapter en web-série. Eux, ils trouvaient que ça s'adapterait bien en série parce que c'était déjà un peu découpé en petites capsules. C'était tout le temps le même nombre de pages par objet, c'était court. Donc, c'est eux qui ont proposé ça, puis nous, on embarquait, on était super contents, c'était vraiment une bonne idée, puis effectivement, ça a vraiment bien fonctionné. Samuel, quand on écoute les extraits, tantôt on va entendre le tien, on écoute les extraits, on sent que vous avez dû compresser au moment de l'écriture pour faire des choix, en fait, pour l'écriture du film d'animation, dans ton cas, à toi et à Richard, c'est des 3 minutes, mais Iris aussi, c'est presque tous des 2 minutes et demie, 3 minutes. Donc, comment tu as fait les choix, Samuel? Ça a-tu été déchirant de choisir parmi le matériel que tu avais pour le réduire un petit peu? Ben, j'écoutais ce que tu me disais de couper, Marc, puis that's it. Mais ben oui, c'était l'enjeu. Mais tu sais, dès le départ, on a décidé, tu sais, comme White Horse avec tome 1 et 2 ensemble, c'est comme 500 quelques pages. Mais tu sais, dès le début, on a décidé de se concentrer sur une scène bien précise qui n'a pas vraiment qui a comme un rôle important dans l'histoire, mais qui est un peu un huis clos. Tu sais, c'était une rencontre dans un cabinet de médecin. Puis, tu sais, dès le départ, je pense qu'on s'est dit, parce que mon style est très dialogue, tu sais, je pense que comme Iris, je me considère aussi quasiment plus comme scénariste avant tout, tu sais. Fait que il y a full de textes, c'est extrêmement verbeux, mes BD, souvent, tu sais. Puis même pendant que je les fais, j'ai de la misère à couper. Mais dès le début, on s'est dit, check, ça fera pas, c'est une adaptation, donc c'est pas un remake là, de la BD, c'est vraiment, on prend une scénette, puis
on l'amène ailleurs. Fait que, il y a une chute complètement différente qui fait pas de sens dans l'histoire de la BD White Horse. C'est vraiment comme une œuvre à part. Tu sais, je le vois comme une variation. Tu sais. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, c'était plus facile de couper parce qu'on se disait, on n'a pas besoin de garder une logique dans le dialogue. Ce qu'on veut montrer, c'est les effets du syndrome. Ça s'appelle le syndrome de la tortue. Puis allons-y plus visuellement, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on a fait ça. Richard, toi aussi, tes scènes dans ta BD, c'est très verbeux. C'est souvent l'auteur ou le dessinateur qui parle, puis tout ça, puis il parle, puis il y a beaucoup, tantôt tu nous as fait des onomatopées, puis tout ça. Est-ce que tu trouves que ça a été compressé? Y a-tu bien des affaires que tu as dû laisser tomber pour l'animation? Ou tu as découvert un autre monde qui te donnait d'autres possibilités? Disons que les premières versions, quand l'idée de faire un court-métrage avec Chronique, mes premières versions étaient terriblement longues. J'avais de la misère un peu à élaguer là-dedans. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai plus focusé sur le personnage et aussi le bison, le python qui s'appelle dans le film, et puis la fabrication de l'alcool de patate. Tu sais. Je me suis dit, quoi, OK, là, je tiens quelque chose. Si je vais y aller avec ça, parce que sinon, c'est très difficile. J'avais du matériel pour faire un film de 3 heures quasiment. Puis, bon, il faut c'est tout un exercice de compresser pour 3 minutes et demie. Tu sais, comme, faut aller à l'essentiel. Faut pas trop. Même je suis comme Sam, dans le fond, même quand je fais mes BD, c'est trop verbeux, c'est trop long. Puis à un moment donné, il n'y a plus de place pour les dessins. Tu sais, c'est juste du texte. Là aussi, on est lag. Il faut savoir où couper. Ça. Je pense qu'on est tous les trois des verbeux en BD. Des verbeux. Bien, avant de passer au prochain extrait, je vais juste vous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, qu'il va y avoir une période de questions. Ça fait que gardez vos questions. Si on n'y a pas répondu, s'il vous plaît, restez en ligne un peu plus tard, après 17 heures. On aura du temps pour jaser et répondre à vos questions. Si vous voulez bien, on passe à l'extrait de Samuel de White Horse. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est un bon nom, hein? Le syndrome de la tortue? Oui, le syndrome de la tortue. Pas pire, hein? Le nom s'est imposé de lui-même parce que les tortues ont cette capacité en cas de danger ou simplement pour se reposer, je suppose. Qui sait ce qu'elles font réellement là-dedans? De rentrer leur tête à l'intérieur de leur corps qui est protégé par une carapace. Je sais ce que c'est une tortue. Bon, eh bien, voilà. Bientôt, vous pourrez faire comme les tortues et rentrer votre tête dans votre carapace en cas de danger. Ou, je sais pas, en cas de moment de dépression, de tristesse ou de délire profond. Beaucoup de gens vous envieraient, vous savez. Le syndrome de la tortue. Oui, c'est ça, oui. Le syndrome de la tortue. À ce sujet, j'aimerais beaucoup prendre des radiographies additionnelles de vos organes internes et le syndrome de la tortue, je le savais. Combien de temps? Quoi? Je n'ai pas de montre. Combien de temps il me reste? Ah, d'accord! Je me disais justement, quelle drôle de formulation pour demander l'heure. Chris, je suis cave. J'ai une question un peu particulière. Quand on a fait les premières chroniques, je me souviens, je pense que c'était une entrevue ou une projection. On avait travaillé avec Ziane, puis quand quelqu'un qui a demandé as-tu aimé ça, faire un film d'animation? Puis elle a répondu écoute, moi, comme BDiste, je suis chez nous, je fume un gros bat, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir dessiner. Puis là, je me suis retrouvé avec une équipe, puis il faut que je discute de tous les choix que je fais. Est-ce que ça a été une bonne aventure? J'ai pas trouvé ça facile. J'essaie de la citer là, à peu près. Je me demande, vous autres, comment vous avez trouvé ça, travailler
justement, tu sais, je pense que le travail de BDiste, c'est quelque chose qui se passe un peu plus tout seul, peut-être pas toujours en fumant un gros bat, mais comment vous avez trouvé ça de passer de un travail sur une œuvre qui se passe un petit peu plus tout seul à un travail d'équipe? Mais pour moi, c'était vraiment facile parce que c'est ma blonde qui a fait l'animation du film. Puis en plus, en pandémie, ben déjà, on partage un bureau à la base, mais je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, en fait, tout ça aurait été fait à l'ONF, mais là, on a été en mesure de faire du télétravail. Fait qu'il y a comme pas grand-chose qui a changé dans ma méthode de travail. Tu sais, c'était vraiment facile de donner des. Tu sais, de voir ce qu'Agathe faisait, de donner des notes, si elle avait besoin d'un dessin intermédiaire. Fait que c'est comme pas. Je peux pas vraiment dire, moi, si ça. J'ai pas eu de choc. C'était très smooth de mon côté. Mais c'était quand même ta première aventure dans un film d'animation. Ouais. Tu as eu des collaborateurs comme Claude Cloutier. Ouais. Mais ça, c'était le fun d'avoir des notes comme ça de Claude Cloutier, tu sais, de toi ou de. Non, moi, j'ai pas trouvé ça challengeant à ce niveau-là. Peut-être parce que il n'y a pas eu on n'a pas eu de gros débats, là, tu sais. J'avoue que, tu sais, j'apprécie en BD la totale liberté puis la totale autonomie que j'ai, là, tu sais. Mais pour ce film-là, en tout cas, j'ai pas eu de choc comme ça, là, tu sais. Toi, Rhys, vous avez travaillé avec un réalisateur, puis vous avez aussi eu le titre de co-scénariste. Vous avez eu un réalisateur. Comment ça s'est passé, ça, de faire rentrer? En plus, vous aviez un deuxième réalisateur, un animateur, les voix, bien entendu, mais on en reparlera tantôt. Mais tout ce monde-là qui arrive dans ton monde, qui débarque dans ton monde de la BD, comment j'avoue que j'ai trouvé ça difficile, puis je comprends ce que Ziane dit, puis ça va un peu dans le sens, moi aussi, de ce qu'elle a dit, mais je ne fume pas de gros bat, par exemple, là, mais je suis vraiment pas une fille de gang dans la vie. Je suis comme plus une fille de duo. Là. Je pense qu'on le voit dans les collaborations que j'ai faites dans le passé en bande dessinée. C'est beaucoup avec une autre personne. Mais tu sais, c'est vraiment pas à cause de l'équipe avec qui j'étais. C'est vraiment comme moi qui est de même. Puis il faut vraiment, tu sais, j'essaie de faire du travail sur moi. Puis j'ai essayé tout le long de la prod de comme prendre sur moi et faire comme arrête de vouloir tout contrôler. Puis laisse aller un peu, puis tout le monde dans le prod est super bon, puis comme ça, ils peuvent prendre leur place aussi. J'ai vraiment eu la chance d'être entourée de toutes ces personnes-là qui m'ont beaucoup appris aussi, parce que c'était la première fois que je faisais la production de films d'animation. Puis justement, là, on commence à travailler sur la saison 2. Puis je travaille avec Sarah Lalonde, qui est script éditrice, qui est arrivée un peu sur le tard sur la production de la saison 1. Puis qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui a aidé beaucoup à uniformiser tous les épisodes, qu'elle a tout relu ce que j'avais fait, puis ce que Caton avait fait aussi, puis ça l'a aidé à rajouter des petits trucs pour que ça soit plus uniforme. Puis là, on vient de commencer à travailler sur les 2 premiers épisodes, puis encore une fois, je suis comme, OK, Iris, arrête de vouloir tout contrôler. Mais comme, elle fait tellement un bon travail, c'est fou. Puis il y a comme une émulation qui se fait entre nous deux, puis que ça va clairement être meilleur parce qu'elle est là, puis parce que ça va être meilleur parce que tout le monde y met du sien un peu. Mais je trouve ça toujours un peu difficile, mais ça, c'est mon je même. Puis justement, parlons de la deuxième saison. Dans la première, tu as travaillé avec Francis Papillon, qui a fait l'animation, qui a fait de la réalisation. Puis là, tu as décidé qu'en deuxième, tu ne voulais pas faire de réalisation. Oui. Pourquoi? J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis mon côté control freak était très satisfaite parce que quand tu es réalisatrice, on te demande ton avis sur tout. Là. Fait que j'étais comme contente. En même temps, c'était vraiment beaucoup en même temps. Là. J'avais plusieurs chapeaux sur cette prod-là. J'étais scénariste, j'étais co-scénariste, co-réalisatrice. On a travaillé sur la direction des voix, moi et Francis.
En tout cas, bref, c'était comme trop d'affaires en même temps. Fait que là, je me suis dit, OK, la saison 2, je vais m'en tenir au scénario. Puis je suis bien contente parce que c'est Francis qui va être réalisateur sur la saison 2. Puis je lui fais totalement confiance. Il comprend vraiment notre humour. Puis en plus, il a fait la saison 1 ici, c'est quoi. Fait que j'avoue que j'aurais peut-être eu un petit stress si ça avait été quelqu'un d'autre que Francis. Encore une fois, Conflict Free. Mais là, je suis contente, comme on dirait que je peux laisser aller vu que c'est lui. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Toi, Richard, le laisser aller, toi, tu avais quand même une expérience, tu avais quand même travaillé avec en animation, tu as fait des storyboards, tout ça. Comment tu as trouvé ça, la réalisation de... Ben, moi, j'ai adoré, en fait, le travail d'équipe. Le travail d'équipe t'amène ailleurs aussi, parce que des fois, si on parlait d'être BDiste, là, on est dans notre coin, là, enchaîné à notre table à dessin, et puis je trouve que des fois, faut sortir de soi-même. J'ai adoré d'ailleurs aussi travailler avec Claude, qui faisait des commentaires un peu, puis il me branchait vers où je devrais m'en aller, puis ça a été comme vraiment bien, puis j'aimais ça. Puis le fait de prendre les avis des autres, juste de discuter, amène le scénario ailleurs. Moi, je suis un gars d'équipe par rapport à ça. C'est sûr qu'à la base, gars, c'est moi qui réalisais et qui écrivais, mais m'accommoder du travail d'équipe, moi, j'adore. Et puis, comme tu as dit, moi, j'ai travaillé dans l'animation commerciale, puis ça, c'est comme... faut avoir travaillé là-dedans pour comprendre c'est quoi la grosse machine et le côté abrutissant. Mais moi, même si on était 4-5 pour faire chronique, je trouve que la liberté est encore là, vraiment beaucoup, comparé à l'animation commerciale. En fait. J'ai comme adoré ça, puis je recommencerai demain. Hey, on va passer au prochain extrait. Bien là, vous allez voir vraiment un film, un des épisodes finis de la liste des choses qui existent, et qui est finalement le même épisode que les pages qu'on a lues. On va voir à quel point ça a évolué. Fait qu'on on voit l'extrait. Iris, regarde! Ma tante m'a prêté son appareil photo. Non, je suis vraiment pas photogénique. Ça doit pas être si pire que... À la préhistoire, les appareils photo n'existent pas encore, mais les hommes des cavernes développent d'autres méthodes. Il paraît que la méthode la plus courante était le lancer de cendres sur les murs. On vient de refaire notre portrait de famille. Ton Kevin, il a donc bien grandi, on le reconnaît pas. D'autres utilisent des grosses plaques pour graver leurs photos. Veux-tu voir les photos de mes vacances en Floride? Plus tard, à la Renaissance, les choses s'améliorent. Oui, c'est les peintres qui font les portraits des gens. Pour certains, c'est très avantageux. Et puis, Sir Croque-Motte, qu'en dites-vous? C'est tout à fait moi, ça. Au 19e siècle, le temps d'exposition des photos est vraiment long. On bouge plus. Je reviens dans 36 heures. C'est pénible, mais pratique pour éviter qu'un farceur gâche nos portraits de famille. Oh! Mais maintenant, avec nos appareils, on prend autant de photos qu'on veut. Moi, ce que je préfère, c'est les selfies fâchés. Des selfies fâchés? Oui, regarde! Après mon cours de méditation, à ma fête, quand je vois un chaton. Moi aussi, j'en ai plein des photos. Veux-tu voir les 2732 photos de mon chien Pipou? Non, c'est beau. Je pense qu'on a fait le tour. Mais il est super cute! Il y a des petites bottes en tricot! Puis... Non, sans façon. Oh, Pipou! Ah, puis oubliez pas, croyez pas tout ce qu'on vous dit. Oh, Pipou!
Moi, je suis très chanceux. J'ai eu une tasse. C'est un cadeau de Iris et Caton parce que pendant toute la production, j'ai toujours dit ça. Oh, pipou! Je pense que c'est une grande réplique du cinéma québécois. Fait que, ben, écoutez, j'ai le goût de vous entendre sur un aspect que je pense que pendant tout le temps que vous travaillez sur vos BD, vous entendez les voix de vos personnages, puis un jour, vous faites un film d'animation, puis débarquent des comédiens, des comédiennes qui se mettent à interpréter vos mots, vos phrases, vos personnages. Comment vous avez trouvé ça, un casting, puis d'entendre vos textes à travers les comédiens? Moi, j'ai trouvé ça spécial, vraiment, là, parce que je connaissais déjà la voix de mes personnages, en fait. Et puis, au départ aussi, il y avait une idée que je fasse moi-même les voix. Et puis, j'ai décidé de laisser ça à des professionnels. Et puis, ça ne me tentait pas de m'entendre constamment après. Ça a été vraiment le fun. Aussi, de passer à la voix en anglais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et Richard, justement, pendant un bon bout de temps, on a travaillé avec ta voix, qui était la voix guide. Tu as une voix particulière, puis ton personnage est habité. Qu'est-ce que tu trouves que le comédien, ça a été quoi, selon toi, la plus-value quand tu l'entends? Oh, ben, peut-être que ça a différencié le personnage de moi-même, mettons, comme si c'était trop moi, ça me dérangeait, là, en fait, là. Et puis, il amenait une autre dimension à ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux versions, la version française et la version anglaise, les voix sont comme un peu différentes, l'énergie est différente aussi, puis ça amène une autre dimension à ça. Il est plus dynamique en anglais, puis en français, il est plus terrassé par par l'alcool, puis par son milieu. Ça amène à une autre dimension. Ouais. Je trouve ça intéressant. Iris, toi, quand même un gros travail de voix parce que deux comédiennes, puis en plus, c'est que il y a un des deux personnages que tu entends avant que ce soit une comédienne qui le fasse, tu la connais, Caton, là, elle ne parle pas juste dans ta tête, elle te parle dans la vie. Là, il a fallu vraiment donner un casting à des comédiennes. Comment ça s'est passé? Puis quand tu les entends, qu'est-ce que ça te fait? On ne t'entend pas, Iris. Tu as changé de place aussi. Ah, on ne t'entend vraiment pas. Est-ce que tu peux te brancher des écouteurs? Là, est-ce que vous m'entendez? OK, là, ça Ouais. marche. C'est bon? Tu as changé de place. OK. Désolée pour ça, petit problème technique. Ce que je voulais dire, c'est qu'en partant, le commentaire qu'on reçoit le plus souvent, c'est « Mais pourquoi c'est pas vous qui avez fait les voix? » Puis, tu sais, je dois dire, comme Richard dit, on va laisser ça aux professionnels, là. On avait essayé pour le démo de faire les voix, puis c'était pas vergeux. Ben, vous avez entendu ma lecture tout à l'heure, fait que vous voyez là qu'est-ce que ça donne. Puis, pour répondre à ta question, on a essayé à l'écriture des scénarios de vraiment faire que Caton ait vraiment une personnalité différente de celle d'Iris. C'est vraiment plus marqué que dans la réalité. Là. Je veux dire, en réalité, je ne suis pas vraiment comme la Iris dans la web-série, puis Caton n'est pas vraiment la Caton dans la web-série non plus. Là. Fait que, il fallait une voix pour Caton qui était un petit peu plus comme têteuse, première de classe, donc un peu plus aiguë. Puis Iris, il fallait qu'elle ait une voix plus rock'n'roll. Puis les comédiennes ont tellement fait une bonne job. Là. C'est excellent. Comme là, je pourrais pas entendre d'autres voix pour ces personnages-là. Et Samuel, tu as deux personnages qui sont dans deux niveaux de jeu complètement différents. Tu en as un qui a un faux accent, on peut se dire ça, là. On va l'entendre tantôt, mais tu as un personnage qui est un petit peu over, puis tu as un personnage qui
qui subit quelque chose. Comment tu as abordé le choix des voix, puis aussi un peu comment tu as voulu que ça soit dirigé? J'ai fait un démo. Contrairement aux autres, moi, je tenais absolument à ce qu'on garde le démo, que ce soit moi qui fasse les deux voix. Je trouvais que c'était vraiment solide. Puis, on perd un peu avec les acteurs, mais c'est pas grave. Non, c'est une joke. Non, mais c'est intéressant parce qu'Henri, dans la BD, il est super verbomoteur. Puis, dans cet extrait-là où il est chez le médecin, il est vraiment petit dans ses shoes. Puis, c'est le docteur Von Strudel qui prend toute la place, puis qui est expansif, puis tout. Puis, je voulais, volontairement, je voulais que ce soit un jeu plus réaliste pour Henri, qui est comme un peu, on peut même se demander, est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est un peu nous, Henri, puis là, avec Von Strudel, le médecin, qui est fait par Guy Jodoin, dans la BD, il y a un nom allemand, mais je ne l'imaginais même pas en l'écrivant avec un accent allemand. Mais quand je pensais à Guy Jodoin, j'étais comme, dans le légendaire show Télépirate, il faisait un genre de scientifique allemand, comme qui faisait des expériences. Puis là, comme quand j'ai pensé à lui, j'ai dit, ce serait malade s'il pouvait faire exactement cette voix-là. Puis je pense qu'on a fait passer des auditions en vrai, en vrai, avec un accent non germanique. Puis je pense que j'aime vraiment que ça pousse la note cartoon, puis je trouve que c'est vraiment, ça amène ça, c'est vraiment comme une œuvre en soi, le film de White Horse. Encore, quand je relis la BD, j'entends pas nécessairement une voix avec un accent comme ça, mais je trouve que ça marche dans le film, puis ça amène ça une coche de plus dans l'irréel un peu. Hey, écoute, c'est un super bon setup. On s'en va justement à l'extrait de ça s'appelle Syndrome de la tortue maintenant. Ouais. Parce que c'est un petit bout du livre. Puis ça se retrouve dans ta BD White Horse. Fait que, on écoute ça. C'est juste un extrait. On aurait voulu vous présenter le film au complet, mais comme il n'est pas encore sorti, on vous présente juste un extrait, un avant-goût. Bref, ça m'a donné l'idée de nommer cette nouvelle maladie les syndromes de la tortue. Parce que vous savez, les tortues ont la capacité de rentrer leur tête dans leur... Je sais ce que c'est une tortue. Bon, et bien voilà, bientôt vous pourrez faire comme une tortue. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est énervant, c'est moi! Fait que, écoute, c'est vrai, hein, qu'ils sont vraiment comme sur deux énergies, ces deux-là. C'est vraiment le fun à regarder. J'ai le goût de vous entendre un petit peu sur ce que vous pensez que l'animation a amené comme plus-value à votre œuvre. Parce que, tu sais, vos œuvres sont finales, sont dans des livres, on les voit. Moi, quand je les ai vues, toutes les trois, ça m'a plu assez pour dire, hey, ça devrait faire un film d'animation, mais c'est pas une fin en soi, j'en conviens. Mais je me demande, pour vous autres, quelle est la plus-value, puis aussi, qu'est-ce que vous pensez que vous avez perdu en animation qui est dans la BD? Peut-être, Richard, tu veux-tu commencer? Oui. Ben, moi en fait, la dimension que ça a rajouté, c'est que le bison, le python, on va dire le python, il est comme un peu, et de la manière que Francis a animé ça, il est un peu c'était fait en rubber, là, il est comme tout mou. Puis je trouve que, wow, OK, c'est cool. La manière qu'il marche aussi. Puis ce que j'ai aimé énormément aussi, ce que l'animation a amené, c'est quand on voit la femme du python, la pitoune, quand elle bouge, elle est tellement trop drôle avec ses seins qui bougent de même. Là. Puis, Francis a fait un très bel job là, au niveau de l'animation. Ça a amené plus. Puis, mettons, si je veux dire, qu'est-ce que ça a amené de moins, c'est
moins de place au verbe et plus de place à l'image, en fait, aussi. Parce que, comme Claude, quand il m'avait coaché, il m'a dit ça, tu n'es pas obligé de le dire, on va le montrer, on va le voir. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à ça. L'image prend beaucoup de place, l'attitude des personnages, comment ils bougent, leur personnalité ressort. Tu n'es pas obligé de l'écrire. J'ai adoré ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vu le film fini et pour ceux qui le verront, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on en veut plus à la fin. Tantôt, tu as dit que ça aurait pu être un long métrage, puis oui, c'est vrai. On en veut plus. Je me souviens, Richard, aussi, qu'il y en a eu beaucoup de discussions. Puis Francis Papillon est arrivé merveilleusement à animer quelque chose d'un peu robeux, mais tu savais exactement que là où il y avait des eaux, puis là où il ne pouvait plus en avoir, tu étais très, très précis dans tes directions. En fait, il a surmonté un problème majeur en animation. C'est comme un personnage qui marche avec les jambes un peu en rubber, puis avec des énormes pieds. Là, ça fait des cycles de marche un peu compliqués à faire. Puis on a travaillé fort là-dessus. Francis a travaillé très fort. Puis ouais, c'est ça. J'avais comme... Je savais comment il devait bouger. Il bougeait de même. Là. Il était fait en rubber. Il y avait des os des fois, mais des fois, il n'y en avait pas. Et Samuel, toi, tu es en pleine, justement, lecture de White Horse à la compagnie Jean Duceppe. Donc, tu es en train de voir ton œuvre multipliée par, en animation, en BD, puis là, en théâtre. Oui, c'est comme ça va être une lecture, mais éventuellement... Comment tu vois l'œuvre évoluer? Puis, Mais c'est fantastique que ça arrive en même temps. Quasiment, c'est complètement un hasard. Mais parce que le projet de court-métrage date d'avant. Mais c'est vrai que ça vient répondre à deux. Les deux viennent se répondre parce que quand je pensais à ta question, c'est sûr que ce qu'on gagne dans le court-métrage, c'est le jeu. Moi, j'aime ça, entendre mes personnages. J'essaie de les diriger en les dessinant. J'essaie de leur donner des expressions, puis des hésitations, puis je travaille beaucoup le jeu en BD, mais c'était le fun de voir du vrai jeu en court-métrage. Mais il y a le scope est moins là. Fait que, je te dirais pas que ça représente White Horse, comme on a dit tantôt, c'est vraiment une œuvre à part. C'est plus punché, c'est plus court parce que dans White Horse, il n'y a pas vraiment... Il y a une histoire, mais elle est très... c'est quand même un prétexte pour des scènes, des fois, pendant 50 pages, ils sont sur le trottoir puis ils jasent. Fait que ça, c'est sûr, oui, tu perds ça, mais de toute évidence, ça n'aurait pas été comme réplicable en 3 minutes. Mais ce que moi, j'ai gagné en faisant le film, c'est de penser plus visuellement, étrangement. Même si je fais de la BD, j'ai pas tendance à penser visuellement, puis c'est vraiment les mots qui guident ce que je vais montrer, mais tandis qu'il y a des auteurs de BD qui travaillent complètement différemment, puis j'en lis, puis à chaque fois que j'en vois, je suis comme « Ah, Chris, il a décidé de montrer ça à ce moment-là, tu sais. » Puis juste de faire des affaires, de penser plus visuel, comme mettons la tête, on parle du syndrome de la tortue, puis dans le film, la tête rentre dans le thorax, tu sais. J'ai pas pensé mettre ça en scène dans le livre, mais maintenant, je me dis, j'aurais dû, tu sais. Je sais pas, ça m'a fait penser différemment. Puis là, de le voir en pièce de théâtre, ben là, tu as le scope, tu sais, là, je vais pouvoir voir le jeu, puis c'est ça qui me fait triper, tu sais, c'est parce que c'est de voir ces répliques-là vivre puis faire rire idéalement, là, ça va être super trippant. Avant que je te passe la parole, Iris, ça ne sera pas long. On va ouvrir les questions. Ça fait que restez pour les gens qui sont là. Ça sera à vous de poser des questions. Iris, toi, tu as eu la chance de faire un épisode, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre.
vous avez dû vous réajuster pour que tu sentes que ça évolue, tu sais, et aussi quelle est la plus-value que vous pouviez rajouter? Ben, définitivement, tu sais, sans rien enlever au travail des animateurs, moi, ce qui m'a le plus fait capoter dans l'adaptation en web-série, c'est le son puis la musique, là. Ben, puis les voix, comme on parlait tout à l'heure des voix. Toute l'habillage sonore, là, j'ai tellement eu du fun à faire ça. Puis c'est comme quelque chose qui n'est pas, évidemment, qui n'est pas dans la bande dessinée. Tu sais, oui, il y a les onomatopées et tout ça, mais ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus que dans la web-série. Mais aussi, toute une question de rythme aussi. Comme, tu sais, une bande dessinée, oui, il y a un rythme dans la façon qu'on découpe, mais c'est au lecteur un peu de rythmer sa lecture. Il peut lire à la vitesse qu'il veut. Puis ça, je pense que Francis, qui a fait plusieurs des storyboards, a bien su bien rythmer. Puis tu sais, en plus, cette web-série-là de la liste, je pense que le rythme est super important. Il faut que ça soit punché. Faut jamais que ça arrête, puisque c'est aussi une série jeunesse. Puis c'est des épisodes très courts. Puis je pense que ça serait les deux trucs que je trouve qui ont été des plus-values, comme tu dis. Puis j'arrive pas vraiment à trouver qu'est-ce qu'on pourrait avoir perdu, à part peut-être, on a dû beaucoup couper, là, parce que comme on dit tout à l'heure, on est tous des verbeux. Puis il y a un truc qui a plus ou moins rapport avec le fait que ça a été animé, mais comme on travaillait aussi avec un diffuseur, puis que c'était un projet qui s'adressait à la jeunesse, alors que le livre, c'était pas tout à fait le cas, il a fallu qu'on coupe des gags qui étaient moins appropriés, ou tu sais, je sais pas comment dire, là, en tout cas, bref, qu'on revoie un peu le ton. Ça, ça m'a un petit peu fait de la peine de perdre un peu ça, mais en même temps, c'est correct, c'est une adaptation aussi, puis c'est un autre projet, dans le fond, la web-série. Ben, ça veut juste dire, si vous êtes des adultes et vous aimez la série, allez achetez le livre! Achetez le livre parce qu'il y a des gags pour adultes plus matures. Hey, avant qu'on se quitte, on va écouter l'extrait de Richard, Chronique du Centre-Sud. Jusqu'à ce que je rencontre l'inspiration pure qui me pendait au bout du nez. Mon voisin d'en bas. Ramasseur de vidange, pawn shop ambulant et roi de la bouteille. Le gars du dépanneur l'appelait Python. Hey, Python! Ben, pour faire simple, j'ai décidé de l'appeler Python, moi aussi. Ah non, ouais. C'est grâce à lui que j'ai eu un gros flash. Donc, je vais laisser place aux questions du public. Avant qu'on se quitte, merci beaucoup, Samuel Iris. Richard, c'était vraiment une conversation, le fun, dans la salle de bain de quelqu'un. Et puis, je vais juste, avant de vous quitter, j'ai vraiment le goût de remercier l'équipe du studio d'animation français parce que des fois, on les oublie puis ils travaillent bien fort en arrière. Alors, Anne-Marie Bousquet, Laetitia Séguin, Karine Demeule, Camilla Bloss, Yannick Grandmont, Éric Pouliot et aussi notre nouvelle venue au studio, Christine Noël, qui est maintenant la productrice exécutive du studio. Alors, j'ai fait mon petit message, puis merci à la Cinémathèque. Marco, je te laisse pour les questions du public. Merci beaucoup, Marc. Merci, Richard, Samuel et Iris. On a vraiment envie d'être avec vous autres et de pouvoir donc discuter tous ensemble. Vous avez provoqué un torrent de questions. Il y en a beaucoup. Bravo, ça n'arrive pas souvent. J'ai une question de Léonard Tellan. Pour la création de vos bandes dessinées, c'est quoi votre processus artistique? Quand savez-vous que vous avez fait une meilleure version de cette bande dessinée? Marc, je ne sais pas si tu veux relancer la question. On a entendu. Oui. Est-ce que tu veux répondre? Moi, je peux répondre. Moi, comme on l'a mentionné quelques fois, tout part du texte. Fait que avant même de faire un découpage, je vais vraiment comme écrire. Maintenant, là, au fil du temps, le processus évolue. Là. Mes premières BD étaient pas mal improvisées, là, comme quasiment day-to-day. Mais maintenant, j'écris tout, puis ça, je repasse dessus. Quand on sait que c'est bon, c'est quand... Mais moi, c'est quand même souvent humoristique. Fait que, mettons, pour une blague, si ça me fait rire encore après comme 45 fois que je repasse dedans, c'est un keeper. Mais il y a plein d'autres détails, structure aussi. Puis après, là, c'est
l'étape cruciale de découpage, que tu fais ta mise en scène, puis tu places qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je dessine en train d'ouvrir la porte pour rentrer? C'est là que tu te poses comme toutes les questions. Puis fait que ça peut être vraiment long, puis après, ben, crayonné, puis propre. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Richard, Iris, je ne sais pas si vous voulez renchérir. Ben, moi, en fait, j'ai pas une manière rationnelle comme Sam de travailler. C'est-à-dire que j'écris, je fais mon découpage et après ça, je recommence et je coupe et j'oublie des scènes. Et en fait, il y a de la préparation, puis après ça, je prends la préparation, puis on dirait que je la mets au vidange, puis j'improvise avec... Il ne faut pas faire ça. C'est une très mauvaise méthode. Ben, moi, ça rejoint un peu ce que Sam disait, parce que moi aussi, je fais beaucoup dans l'humour. Fait que si la joke me fait rire, puis je la teste un peu sur le monde autour de moi, puis si les gens trouvent ça bon, je pense que je le garde. Mais aussi, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi aussi, je vis constamment dans le doute et l'insécurité. Ben oui. Là. Je suis tout le temps comme, c'est bon, tu sais, une journée, je suis comme, ah ouais, c'est vraiment bon, mais je trouve que c'est de la merde, puis ça fait ça des comme ça. Des journées vraiment high. pour le même texte, le texte n'a pas changé, puis comme là, je viens de finir un livre, justement, je viens de boucler un livre, puis il y a comme 2 semaines, j'ai comme, ah ouais, ça va être bon, puis là, je suis comme, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, tu l'as relu, puis c'était de la merde? Ben non, mais j'ai travaillé dessus depuis des semaines, je suis comme, ah, c'est pas bon, dans le fond, mais... Oui, non, ça, c'est super stressant, le discernement. Tu sais, je pense pas que ça s'en va jamais. Il faut relire il faut dormir dessus et relire le lendemain, je pense. Moi, ça fait un changement. Vous avez vous avez parlé d'humour. J'aimerais vous transmettre une question de Geneviève Bérard. Trouvez-vous qu'il y a des sujets ou des blagues qui sont plus faciles ou plus difficiles à traiter au cinéma? Avez-vous des exemples? Richard, toi qui as un humour très, très particulier, est-ce que tu as des exemples? Non, pas vraiment. En fait, je ne sais pas comment... Non, j'ai pas d'exemple par rapport à ça. Je traite les choses vraiment différemment, constamment. Fait que c'est comme ma méthode de scénarisation. C'est anarchique, constamment. Je ne pourrais jamais écrire un livre pour dire comment écrire un livre, en fait, ou comment faire un film. J'imagine que ça change à chaque fois. Mais est-ce qu'elle voulait dire par rapport à la BD, dans le fond? C'est comme ça que j'interprète la... Dans la transposition, oui, dans le passage de la BD à l'animation. Moi, je pense pas qu'il y en a, parce que, tu sais, dans ma tête, quand je fais une BD, tu sais, je trouve que c'est quand même proche du cinéma, là, tu sais, dans la mesure où je pense qu'on pourrait comme shooter un scénario de BD que j'ai au lieu que je le dessine. Tu sais, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais je m'en permets plus. Tu sais, j'ai l'impression quand même que je m'en permets plus en BD. Tu sais, il y a quand même des fois des codes que j'aime. Tu sais, comme mettons dans White Horse, il y a comme des pélicans volants géants. Tu sais, puis on dirait que ça fit dans le ton, mais je suis pas sûr que j'aurais... En fait, je suis sûr à 100% que si j'avais écrit un long métrage de fiction tourné en prise de vue réelle, je pense même pas que j'aurais comme inclus ça dans un premier draft, là, tu sais, à cause pas juste des coûts de production, mais ça amène vraiment ailleurs, je sais pas, tandis que je trouve qu'en BD, ça marche, c'est comme plus cohérent, tu sais, les choses sont dessinées, fait qu'il y a quand même ils sont sur le même plan, tu sais. C'est parce que dans les films d'animation, tu as le côté de temporalité qui n'est pas présente en BD. Fait que tu peux mettre vraiment beaucoup de choses, tandis que quand tu es pris avec le carcan du temps, il y a des choses que tu ne peux pas mettre, c'est clair. Sinon, ça devient comme boring ou quelque chose. Tu ne peux pas faire un film complet sur 2 personnes qui parlent au coin de la rue, quoi que tu peux le faire. Là, mais,
Iris, bon, étant donné que le ton de la liste des choses qui existent est celui du documentaire pseudo-scientifique avec le fantasy. D'ailleurs, ça me rappelle que Marc avait produit la série Une minute de science. Justement, dans le ton assez particulier, un peu décalé, donc qui est adopté dans la série, c'est quoi le défi quand on arrive à l'animation, justement, pour conserver cet esprit, ce ton pseudo-sérieux? Ben, le défi, comme je le disais tout à l'heure, nous, c'est particulier parce que c'était une collaboration entre. Ben, il y avait deux producteurs, donc l'ONF La Pastèque, puis un diffuseur qui était Télé-Québec. Puis le défi était plus de. Comment je peux dire ça? Dans la bande dessinée, on s'en foutait un peu plus de qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Puis on se disait, les gens, ils font qu'est-ce qu'ils veulent de cette information-là, puis de ce qu'on dit. Mais dans la web série, il a fallu un petit peu qu'on cogne sur le clou de c'est pas nécessairement tout vrai parce que ça s'adressait à des jeunes, puis on voulait pas faire comme du fake news, puis tout ça. Donc, ça a plus été ça le défi, c'est de trouver une façon qu'on fasse passer le message que c'est pas tout vrai, mais sans que ça soit trop souligné, genre attention, cette information est fausse, puis que ça soit comme trop têteux, là. Fait que vous irez écouter la série, vous verrez comment on s'en est tiré. On va parler du style maintenant. C'est une question de Simon Maltais. Le style, est-ce qu'il est construit ou est-ce qu'il est inné? Simon formule sa question ainsi. Est-ce difficile de se trouver un style visuel qui se démarque du reste des autres BDistes? Alors, jusqu'à quel point précisément votre style est construit de façon à se démarquer du style développé chez vos collègues? Ben, personnellement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui se construit de lui-même. Tu peux pas comme... faut que tu sois à l'aise avec ce que tu amènes, surtout pour la bande dessinée, parce qu'on sait que la bande dessinée, c'est extrêmement long et difficile et tu peux pas t'imposer quelque chose que tu n'es pas à l'aise avec. Fait que c'est quelque chose qui se construit à la longue, à force d'en faire, j'imagine. Tu peux arriver aussi avec une méthode et puis tu n'es pas obligé aussi, ça c'est une autre chose, d'avoir un style hyper personnel. Tu peux faire de la bande dessinée avec quelque chose d'un peu plus pseudo-réaliste et des choses comme ça. Et puis, c'est pas si important que ça, le style. On t'entend pas, Sam. Pardon. Mais c'est vrai ce que tu dis, Richard, c'est tellement long, la BD. Moi, des fois, j'aime pas comment je dessine, puis je me dis, l'influence, c'est pas comme « Ah, j'aime ça, comment lui dessine, je vais faire exactement la même chose. » Ça fonctionne pas comme ça. L'influence, c'est plus comme quand tu aimes quelque chose, tu l'aimes parce que tu te reconnais dedans, puis même si j'essayais d'avoir un style emprunté ou différent sur 200 pages, ce serait comme, en tout cas, j'ai l'impression impossible à maintenir, là, ton toi-même. Ouais. Il y a quand même une partie c'est quand même, c'est ça, c'est half and half, là, une partie de toi qui va tout en ressortir. Là, Iris? Oui, moi, en tout cas, c'est définitivement pas vraiment construit, mon style, mais comme je disais tout à l'heure, pas que je me considère pas comme une dessinatrice, là, parce que clairement, j'en suis une, là, je fais de la bande dessinée, mais c'est pas quelque chose à quoi je réfléchis vraiment comment je dessine, là. Puis souvent, je suis un peu complexée par mon dessin, là, je sens pas que je suis tant une bonne dessinatrice. Puis ça vient comme naturellement, je me pose pas trop de questions sur comment je vais dessiner, puis je vais pas me dire comme « Ah, cette BD-là, je vais la faire plus dans ce style-là, puis ça, je vais le faire plus comme ça. » C'est juste qu'est-ce qui sort, là. Puis aussi, je pense par contre que j'ai un style assez personnel, mais qui a aussi ses influences. Puis je pense que dans le milieu, on s'influence tous un peu, là. Je pense qu'en travaillant avec Caton, on s'est influencé mutuellement, avec Ziane aussi, avec Pascal Girard, puis c'est normal aussi. Puis on est comme une génération de dessinateurs et dessinatrices à avoir comme des trucs qu'on partage. Une question de Carole Bibeau qui est assez spécifique, mais on va voir qu'est-ce qui vous inspire.
La question est, pourrait-on partir de la musique pour faire, pour faire une animation ou est-ce que c'est un carcan trop rigide? C'est assez courant en cinéma d'animation, donc de créer un univers, un film à partir d'une musique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou vous considérez que ça pourrait précisément être un carcan? Ben, j'imagine que quand tu pars puis tu fais ton film à la base d'une musique, c'est qu'il faut que le texte n'est pas présent. Là, ça se construit alentour de l'image. Comme les Disney a fait ça aussi avec Fantasia. Mais essentiellement, moi, je ne serais pas à l'aise avec ça parce que ce que je fais, ça se situe beaucoup au niveau du verbe, au niveau de la situation, au niveau Je ferais plus un film à partir d'un poème qu'à partir de la musique. Pour moi, je serais plus à l'aise avec ça, beaucoup. Iris, Samuel, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Bien, un peu même dans le même sens. Je pense que, je ne sais pas pour toi, Iris, mais les trois, on est des dessinateurs, mais auteurs aussi. Là, fait que je pense qu'on doit un peu voir ça côté verbe. Mais moi, ce serait vraiment par... ça ne me viendrait pas à la tête aussi parce que j'ai pas j'adore la musique, mais j'ai pas d'oreille, je suis pourri là-dedans. C'est vraiment des raisons comme précises et personnelles qui feraient que j'entreprendrais pas ça. Mais j'aime ça. Ben, moi, je pense que pour faire ça, si je ne me trompe pas, il faudrait vraiment être comme un ou une cinéaste d'animation. Moi, je ne suis pas du tout une animatrice. Exactement. Puis comme je pense que ça prend ce talent-là parce que c'est travailler sur une trame qui est déjà là. Je parlais du rythme tout à l'heure. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas faire ça. Là. C'est vraiment... C'est pas dans mes compétences du tout. Je dirais, Marco, il y a quand même beaucoup d'exemples de... McLaren en a fait. Oui. Théodore Huchel a fait une trilogie à partir de la musique. Donc, oui, ça se fait de l'animation à partir de musique, mais je comprends très bien que, tu sais, en tant que BDiste, puis comme disait Iris tantôt, beaucoup autour des textes, je peux comprendre que ce n'est pas votre point de départ, mais il y a beaucoup de films d'animation qui sont faits au point de départ. La musique a inspiré l'image. Oui, mais cela dit, on peut espérer peut-être qu'un jour, Samuel, Richard ou Iris fassent un film d'animation sans partir d'une BD. On peut rêver, on verra. La prochaine question s'adresse à Sam de Yuri Philippe Payet. Si tu avais à choisir une scène de White Horse 2, moi j'imagine que c'est le deuxième tome, pour un nouveau court-métrage, ça serait laquelle? Ce serait le petit Sébastien. Parce que dans j'ai juste arrêté de parler. Mais dans White Horse 2, on rencontre un nouveau personnage que j'aime beaucoup, qui est comme le cousin de Diego, l'ami du personnage principal, Henri. Puis il le rencontre dans un party, puis il parle de tout son passé amoureux qui est comme super intense pour un garçon de 12 ans. T'sais. Puis je pense que ce serait ça. Il raconte toutes les filles avec qui il était amoureux, secrètement. T'sais. Puis je pense que ce serait sur la vie intérieure du petit Sébastien. D'ailleurs, Samuel, j'aimerais te poser une autre question là, qui vient de moi. L'extrait qui a été choisi pour White Horse 1, c'est la première partie du premier tome. Et en fait, le premier tome, c'est une longue crise conjugale. C'est d'ailleurs très, très bien écrit et très drôle, mais c'est une crise conjugale. Et la première partie est assez singulière et n'est pas du tout dans le ton du reste. Est-ce que tu étais conscient donc que tu arrivais avec quelque chose qui ne représentait pas justement la nature conjugale en crise de White Horse? Ouais, ben moi, j'étais pas tellement conscient parce que je l'avais toujours structuré comme ça dans ma tête. Tu sais, je voyais vraiment ça comme genre objectif Lune, on a marché sur la Lune, tu sais. Fait que je savais que le premier serait plus verbeux avec moins d'action,
Puis que le deuxième, j'envisageais comme un genre de road movie un peu, là, tu sais. Puis, mais beaucoup de monde était comme, oh, crème, OK, c'est pas le même beat. Mais moi, je l'avais toujours vu comme ça. Puis, il était déjà écrit, tu sais, comme le 2 était pas mal déjà écrit au moment où le 1 est sorti, tu sais. C'est vraiment pas que j'ai comme changé d'idée en cours de route. Bon, faites quelque chose de différent, un petit peu plus upbeat. C'était vraiment... ça a toujours été structuré comme ça. Puis j'aime les deux, tu sais, je trouve que le 1, je le voyais plus comme un film un peu quasiment là, Woody Allen, Noah Baumbach, des affaires de même. Puis le 2, je le voyais vraiment plus comme une BD d'aventure. Mais tu sais, je sais que c'est pas tant aventure, là. Je suis conscient que c'est encore très verbeux aussi, mais je le voyais vraiment plus dès le début, cette vidéo. La prochaine question vient de Noémie Royer. Quels seraient vos conseils pour les débutants en animation, en fait, en bande dessinée? Je tiens à préciser. Donc, pour ceux qui souhaitent se faire une place dans le domaine, par exemple, Iris, quels seraient tes conseils pour les gens qui désirent se lancer en bande dessinée? En faire. Oui. Vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis peut-être aussi, mon plus grand conseil serait de ne pas se lancer en partant dans une épopée de 8 tomes avec 50 personnages, là. Tu sais, un peu comme Sam disait tout à l'heure, moi aussi, mes premiers livres, ou en tout cas mes premiers projets, étaient plus de l'ordre de l'improvisation, puis sur des blogs. Donc, je publiais au fur et à mesure en ligne. Mon premier livre, ça a été ça. Je m'étais lancé le défi un peu. En tout cas, c'était pas une bonne idée de faire une page par jour pendant un été, là, quand j'étais au bac en bande dessinée. Ça a été vraiment tough, là, mais ça a été super formateur, là. J'ai vraiment comme construit un peu ma façon de raconter de cette façon-là. C'est juste, ça prend de la pratique aussi, hein, c'est comme n'importe quoi. Puis le stitch aussi, c'est comme ça qu'on a travaillé, moi puis Caton, moi puis Sviane, c'est qu'on improvisait puis on essayait de se donner un rythme d'une mise à jour du blog par semaine. Fait que ça serait mon plus grand conseil, là, c'est d'en faire, puis d'en faire beaucoup, puis de pas essayer que ce soit parfait tout le temps aussi au début. Là. Ben, même quand on en fait beaucoup, on devient professionnel, vouloir que ce soit trop parfait, des fois on se perd là-dedans. Mais ouais, fait que en faire beaucoup, puis partager ce que vous faites avec les gens aussi, là, Instagram, Facebook, faites-vous un blog, old school. Richard, ton conseil, ce serait quoi? Parce que, bon, tu viens de l'underground, tu parlais de fanzine tout à l'heure, un pied dans l'animation commerciale, tu as un univers graphique très, très fort et en même temps, bon, c'est une satire sociale assez réussie, Chronique du Centre-Sud. Alors donc, étant donné ton parcours, quel conseil tu donnerais aux gens qui désirent se lancer en bande dessinée? J'aurais plus ou moins ça se rapproche beaucoup à ce que dit Iris, là, mais je ne peux pas comme transposer parce qu'au moment où moi je commençais à en faire, les circonstances étaient très, très, très différentes. Il n'y avait pas le web. On faisait de la photocopie, mais l'idée là-dedans, qui était important, que probablement ça l'est encore, c'est de s'inscrire dans un milieu, pas être isolé et faire de la BD, connaître du monde qui en font, partager avec plein de monde ce que tu fais, c'est hyper important. Ben là, maintenant, ça se passe par le web, fait que c'est ça. Et en faire constamment. Et avoir beaucoup de patience. Et Samuel, quel serait le conseil que tu aimerais donner aux gens qui désirent se lancer en bande dessinée? Bien, pour vrai, ça se recoupe à ce qui a été dit, mais c'est vraiment de le faire. Ça dépend si tu en fais. Oui, il y a plus si tu en fais déjà, mais moi, j'en faisais pas vraiment de BD, puis je dessinais, je faisais des croquis dans mes cahiers de. Mon premier blog, c'était comme juste une journée, voici le commandant du vaisseau est en train de virer fou, Fait moi, ça a été libérateur de trouver une forme, si on veut. J'aimais ça faire ça, puis là, j'ai juste eu l'idée de
faire un carnet de bord d'un commandant spatial. Fait que, ben, tu sais, ce conseil-là est un peu nul. C'est comme, ayez une idée, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, tu pars de quelque chose que, tu sais, si tu dessines beaucoup, puis, tu sais, je dirais d'aller à tes obsessions, tu sais, parce que moi, je dessinais tout le temps ces bonhommes-là, tu sais. Puis, c'est bon signe, généralement. Ben aussi observer ce qu'il y a alentour. La vie immédiate, rencontrer du monde, ça donne des scénarios hyper intéressants, tu sais, de parler juste ouvrir les yeux puis regarder ce qu'il y a alentour de nous, puis toute l'inspiration est là. On n'a pas besoin de creuser hyper loin. Tu as juste besoin de te pencher puis de ramasser un sujet par terre, en fait. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. On parle d'un début de carrière, mais en même temps, parlons de maintenant. Après avoir découvert l'animation qui donne vie au sens de mouvement à vos créations, avez-vous des idées de nouveaux projets de réalisation? Et qu'est-ce que cette expérience vous amène à vouloir explorer? Tu veux dire en animation? Ouais, ou en bande dessinée, ou on parlait même de théâtre tout à l'heure. Ouais. Ouf. Mais moi, Ouais, vas-y, Sam. Non, mais moi, j'aime, comme on disait tantôt, j'aime ça scénariser. J'ai fait une web-série il y a 2 ans. Fait que c'est sûr que ça, j'ai plusieurs projets de cet ordre-là. Là, puis ça m'a juste donné encore plus le goût de faire ça, disons. Là, j'aimerais ça. Je ne vais jamais arrêter de faire de la BD parce que c'est tellement, comme je trouve, là que je m'exprime le mieux. Puis il y a une liberté totale, mais c'est vraiment le fun d'entendre tes dialogues joués. Puis mes inspirations viennent beaucoup du cinéma, puis même de la télé. Fait que j'aimerais vraiment ça écrire pour l'écran en parallèle, continuer à le faire en même temps de faire de la BD. T'sais. Iris, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et vers quoi ça pourrait te mener? Ben, ce que Sam dit, ça me rejoint vraiment, puis c'est un peu la même chose. Moi, j'aime ça scénariser, puis je pense que je suis une bonne scénariste, mais on me présente souvent comme une illustratrice, puis ça me fait tout le temps un petit peu graisser les dents. Pas que je suis aussi une illustratrice, mais comme la BD, c'est un tout, là, c'est comme du scénario et du dessin. Puis c'est pas que j'aime pas les illustrateurs, les illustratrices, là, mais on dirait que d'être scénariste sur la web-série de la liste, c'est comme venu valider un peu comme, OK, là, regardez là, sur mon CV, je peux le dire, je suis scénariste. Comme c'est plus... Parce qu'on dirait que les gens ne s'imaginent pas que quand on fait de la BD, on est scénariste. On l'écrit. Surtout au Québec, là, c'est beaucoup... en France, peut-être moins, ou en Europe, les gens, tu as les scénaristes, puis la personne qui dessine, c'est des duos, mais au Québec, on est beaucoup à être autant scénariste que dessinateur de BD. Fait qu'on dirait que d'avoir fait cette web-série-là, ça a comme mis le saut genre scénariste, là. Puis on a quand même une nomination Gémeaux là, pour la scénarisation. Fait que ça m'a peut-être donné un peu confiance en moi pour m'assumer totalement comme scénariste. Puis j'aimerais vraiment ça, comme Sam, tu as fait une série en real action, je ne sais pas comment on dit, là, mais en tout cas pas animée. Ouais, en prise de vue réelle. Prise de vue réelle, merci. Puis moi, j'aimerais ça. Je pense scénariser pour la télé ou écrire, ou en tout cas scénariser pour quelque chose, mais qui n'est pas de la bande dessinée, ça me tenterait. Il y a des producteurs qui nous écoutent. Rapidement, Richard, Oui. écoute, tu habites Centre-Sud, j'habite Centre-Sud, on se faisait des blagues l'autre jour. Tu vois le quartier Centre-Sud se transforme. Oui. Il y a Centre-Sud il y a 20 ans, il y a 30 ans, puis il y a Centre-Sud maintenant. Et le quartier est en gentrification, il y a de plus en plus de condos, une nouvelle population qui s'installe. Comment tu te sens par rapport donc à cette réalité-là et comment ça pourrait avoir un impact sur ton thème géographique de Centre-Sud? Ouais, ben,
Disons que j'ai vu le quartier évoluer et c'est sûr qu'il y a des questions à se poser par rapport à la gentrification, mais je vois pas. C'est pas que négatif. Ce qui m'intéressait dans la chronique, c'est de parler de l'histoire du quartier. Puis ça, c'est comme j'ai comme un 20 pages là-dessus. Je parle de commerce et de trucs qui sont disparus. Et puis, c'est une mémoire qui disparaît aussi parce que quand j'ai commencé Chronique du Centre-Sud, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'on trouvait sur le web par rapport à l'histoire du Centre-Sud, puis on ne retrouve pas grand-chose, en fait. Puis pourtant, c'est une histoire incroyable dans le coin. C'est un quartier ouvrier qui a passé par toutes sortes toutes sortes d'époques. L'importance de la mémoire par rapport à ça, moi, je trouve que c'est... il faut documenter ça. C'est ça. Il y a des films de l'ONF, justement, que j'ai regardés, qui ont été filmés dans le Centre-Sud dans les années 50. C'est super intéressant à voir. Puis, c'est une mémoire du Centre-Sud. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont écrits sur le plateau Mont-Royal et toutes ces choses-là. Et je trouve que Centre-Sud, Hochelaga Maisonneuve, il faut parler de comment c'était et de comment c'est maintenant aussi. Tu as tout à fait raison. On arrive vers la fin et là, on a des demandes insistantes dans le chat. Ça s'adresse à Sam. On veut savoir ce qui s'est passé chez le médecin. Ben oui, c'est un peu basé sur une expérience, là. Deux histoires, en fait. Mon podiatre que je voyais gagner la loto à un moment donné, puis il a pris sa retraite, il a été obligé de changer de podiatre. Puis là, mon nouveau podiatre, il était comme... dès que je suis arrivé, il m'a regardé comme, puis il était comme « T'as une jambe plus petite que l'autre? » Fait que Ford me regardait, mais il m'a comme touché les hanches. « T'as une jambe plus petite que l'autre? » Puis j'étais comme « Je pense pas, j'ai un podiatre qui me suit depuis 10 ans, puis qui me fait des orthèses. » Puis en tout cas, finalement, puis il me dit « Non, t'as une jambe 1 centimètre plus petite que l'autre. » Puis j'étais comme « Ah ouais. » Puis là, la même semaine, j'avais comme des douleurs comme intenses à la poitrine, tu sais. Puis j'avais comme l'impression quasiment que ma poitrine se renfonçait un peu, tu sais. Ça se peut, il y en a qui ont comme des trous un peu à la poitrine. Puis là, j'avais quand même un peu le feeling que j'étais plus jeune, là, tu sais. J'avais un peu le feeling qu'il y a un trou qui se formait. Puis là, j'étais comme, bon, tout est en train de sacrer le camp, tu sais. La jambe, la poitrine, tu sais. Puis quand je suis allé chez le médecin, j'étais comme allé à l'urgence pendant la nuit, tu sais. Là, il y avait un médecin qui était comme... Ben, je le comprends, là, tu sais, finalement, j'avais rien, mais tu sais, il était vraiment comme brusque avec moi, tu sais. Puis là, il était comme... il m'écoute le cœur, puis il était comme... Hey, Chris, t'as-tu un souffle au cœur? Puis là, j'étais comme... Non, pas que je sache. Il était comme... OK, on dirait... Tu sais, c'est commun, les souffles au cœur, mais on dirait que t'as comme un trou gros comme un 25 cents. Là, j'étais comme... Ah, voyons donc. Puis là, il dit, on va te faire un électrocardiogramme, tu sais, avec là, en jaquette. Là, il s'en va pendant comme 4 heures, j'ai envie de dire, mais ça devait être comme 20 minutes. Puis là, je me tourne la tête, là, c'était écrit, c'était comme gravé dans le cheap rock, avec une scène noire, quelqu'un avait gravé « You're gonna die here », tu sais. Puis là, j'étais comme... c'est ça, c'était un peu ça, là. Dans la BD, c'est exactement ce moment-là sur lequel ça s'ouvre, mais au lieu que ce soit gravé dans le mur, c'est le perroquet domestiqué du docteur qui dit « You're gonna die here! » Puis finalement, dans la vraie vie, il est juste revenu, puis il sent même me regarder, il dit « Ah, tout est beau, prends des Advil », puis il est parti. Puis là, je suis comme « Mon Dieu! » That's it! Mais finalement, il avait raison. 15 ans plus tard, je suis still standing. Sur une jambe visiblement plus courte l'une que l'autre, mais quand même. Une dernière demande spéciale. Et là, c'est pour Iris. On veut voir ton chat. OK. Un instant. Momo. C'est Maurice.
Allô? Momo. Ah, il ne veut pas regarder. Ah, regarde ça. C'est Momo. Ben, merci à tous. Ça a été, Merci. formidable comme échange. Merci beaucoup donc à l'ONF pour ce partenariat. Merci à Marc Bertrand, tu as fait un excellent travail donc d'animation. Je t'envie donc de côtoyer ces artistes dans l'exercice de tes fonctions. Merci Richard Beaulieu-Suicide, merci Samuel Quentin, merci Iris Boudreau. Je vous souhaite donc la meilleure des chances dans la poursuite de vos activités. Et pour ma part, je tiens à remercier mes collègues Julie Poitras et Jean-Baptiste Combette. Vous ne les voyez pas, mais ils savent faire pour donc faire fonctionner ces événements en ligne correctement. On vous donne rendez-vous le 18 mars, 16h, pour la prochaine leçon de cinéma ONF Sommet, en compagnie d'un artiste qu'on a nommé souvent lors des dernières 90 minutes, Claude Cloutier. Oh! Hey! Cool! Merci beaucoup, Marco. Merci à la Cinémathèque. OK, bonsoir tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci, bye.